ليه من يا وصلواه يا بابات ولاد جراد ولا من يا وصلواه يا باه ما يشومات العضاده شوف خديجة وشوف ناسها وشوف Mon Algérie à moi, c'est le monde rural en Algérie. Ça, c'est indéniable. Mon Algérie à moi, c'est Tousnina, dans la région de Tiaret, les hauts plateaux de Tiaret. C'est là où je suis née. C'est Sougar, là où j'ai passé une partie de mon enfance. C'est Melekou, là où j'ai collecté mes plus beaux contes. C'est Tiaret, bien évidemment, où j'ai aussi vécu. C'est le monde des nomades transhumants. C'est cet univers entre le désert, le Sahara et la mer, les hauts plateaux de Tiaret. C'est un univers assez fascinant parce que d'un côté, nous avons le Sahara et de l'autre, nous allons vers la mer, vers Oran. Oran que j'aime beaucoup puisque j'ai passé quelques années au lycée Pasteur d'Oran. Voilà, mon Algérie à moi, c'est la ferme. Ce sont les tentes des nomades, la ferme où je suis née. Ce sont les mausolées, les goubas, les mausolées que l'on voit sur les collines lorsqu'on voyage dans le pays, dans cette région de l'ouest algérien. Ce sont les saints patrons des tribus. C'est Sidi Khaled, c'est Taourazout, c'est les tambours des Djedar, et j'en passe. Oui, Taourazout d'ailleurs, ça m'interpelle. Un petit clin d'œil, c'est de là où je viens directement, parce que ma maman est née à Taourazout. C'est quand même un décor, moi qui y suis allée il y a quelques années, c'est un décor quand même assez, je veux dire, difficile, loin de tout. Tousnina, c'est une terre de blé et d'élevage de moutons. C'est vrai qu'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas d'arbres, mais il suffit d'aller à quelques kilomètres, à peu près à 30 kilomètres, un peu plus loin, à Tiaret, et on est dans les pays du Tel, les monts du Tel, et là, nous avons des forêts. Mais juste un peu plus loin, c'est déjà Tousnina, c'est déjà le monde des nomades transhumants. Donc, la terre, c'est terre de blé, terre de moutons, terre des tentes nomades. Quand on y va au printemps, on voit les tentes nomades encore. Cet été, donc, quand je suis allée, je les ai cherchées des yeux. Parce que les tentes, vous savez, se confondent. C'est une façon de se cacher. Elles sont tapies dans les paysages. Un jour, je me suis promenée avec un nomade et puis il me dit « Combien tu vois de tentes ?» J'ai dit « J'en vois 2. » On avance un peu et il me dit « Regarde. » « Ah non, mais il y en a 3. » On avance un peu plus. 4, 5, 6. On ne peut pas de loin compter les tentes. Il y a moins de dromadaires maintenant, mais il y a quelques années, on voyait des dromadaires. Maintenant, les déménagements des nomades transhumants se font par camion. Tu évoques un nomadisme transhumant, c'était pourquoi ? L'été, il fait quand même plus frais sur les hauts plateaux de Tiaret. C'est toujours comme ça, les hauts plateaux. Et l'hiver, il vaut mieux aller vers Aflou, et dans ces régions, il fait un peu plus chaud. Pas de transhumance, puisqu'il y a des allers-retours. Ils partent au même endroit et ils reviennent au même endroit. Et c'est une région, comme tu disais, donc, de blé et surtout l'élevage de moutons. Oui, de moutons. Oui. L'élevage de moutons, c'est pour ça que c'est la région où on offre le couscous et le méchoui. C'est la région de l'hospitalité. Et c'est la région des chevaux aussi, Tiaret. Et la région des chevaux barbes. Et pur sang arabe aussi, dans la jumenterie de Tiaret. Comment es-tu devenue conteuse ? J'ai toujours aimé les contes. Ma mère était racontée. On ne dit pas conteuse en arabe, on dit ma mère racontait, ma grand-mère racontait. Un peu moins ma tante qui était plutôt détentrice d'un répertoire de chants populaires. Elle avait une très belle voix, Khalti Khaira, et elle chantait. Elle chante toujours. Même si elle a 96 ans, elle chante toujours. Khalti Khaira est connue pour sa sveltesse, sa beauté et sa voix. J'ai toujours dit des contes. Tous les contes que j'ai entendus, collectés, viennent de l'oralité. Mais il y a des contes, des versions similaires qui ont été quand même écrites, notamment les contes de Taous Amrouche. Par exemple, quand j'ai lu le livre Le Grain magique de Taous Amrouche, j'ai été très surprise de découvrir les contes de ma maman. Les contes sont les mêmes dans toutes les régions, à
quelques exceptions, il y a bien sûr un conte s'adapte toujours à sa région et le conteur, même s'il ne fait que répéter son conte, c'est un créateur et il peut très bien ajouter, pas modifier le conte, ajouter un petit proverbe, une anecdote, faire une glose, arrêter le conte et puis faire une glose. Mais sinon, les mêmes contes circulent dans tout le Maghreb, pas seulement l'Algérie, dans tout le Maghreb. Comme dit Amadou en Patéba, tout ce que nous faisons dans un monde de littérature orale a une valeur pédagogique. On apprend tout en se distrayant. On apprend une histoire, mais on apprend à travers cette histoire, on apprend le symbolisme, on apprend les valeurs d'une société. Le conte parle du sens de l'honneur, du sens de l'hospitalité, du sens de la parole donnée. La parole donnée, l'aide, le serment sacré qui jamais ne se défait, même au prix de sa vie. D'ailleurs, on retrouve cette histoire de serment sacré dans mon dernier livre de Jésia et Vieb, donc une histoire de nomade aussi. Jésia et Vieb, c'est un fragment d'une épopée arabe, l'épopée hilalienne. L'épopée hilalienne, souvent se raconte par petits fragments. On parle de cette magnifique Jésia el-Hilaliya, d'une grande beauté et d'une grande intelligence, mais surtout de son intelligence et de son esprit, puisqu'elle régnait avec les sages. Elle était fille du roi Sarhan, et de son histoire d'amour avec Vieb, son bien-aimé, qui était berger et fils de chef. On nous racontait des petits fragments de Jésia, des petits fragments de Vieb, des contes édifiants pour nous éduquer. Un jour, je suis tombée sur une femme de ma tribu maternelle, de la tribu de Sidi Khaled, l'Hajja Zahra Boucherb, de la Zaouia de Sidi Boucherb, paix à son âme, Allah yarhamha. Et elle m'a raconté la deuxième partie de mon livre, tout un fragment qui est beaucoup plus long, toute l'histoire d'amour de Jésia et Vieb. Et là, j'ai dit, il faut absolument que je prenne tous les autres fragments et que je les tisse avec cette deuxième partie. Mais pour cela, il ne fallait pas qu'il y ait trop d'erreurs. J'ai mis 22 ans. Je me suis documentée sur les Hilaliens, j'ai écouté de multiples versions, j'ai collecté beaucoup de versions de la geste hilalienne, enfin des fragments, et j'ai fini par comprendre qu'on pouvait tisser un récit. Donc j'ai en quelque sorte, très modestement, ressuscité un grand fragment de la geste hilalienne que je n'ai publié qu'à la fin de 2022 en français. Et pour mon plus grand bonheur, elle est publiée en arabe, elle a été traduite en arabe littéraire et sans doute elle va être publiée aussi en arabe dialectal tel que je la raconte, moi en dialectal, comme je l'ai entendu, comme je suis conteuse, donc j'ai repris ce que j'ai entendu, je l'ai raconté à ma façon. L'épopée est un récit oral épique qui va glorifier un peuple à travers un héros. Et ce n'est pas un récit historique, même si les faits sont vraisemblables et même si les faits utilisent des noms de personnages qui ont existé dans l'histoire. L'épopée, Jésia et Vieb, c'est pas très épais, c'est un tout petit livre. L'épopée ne parle pas de l'histoire. D'ailleurs, il y a beaucoup d'anachronismes, mais je les ai laissés exprès parce que ça vient de l'oralité. Ce qui compte, c'est les valeurs rapportées par l'épopée. Le sens de la justice, on dénonce l'injustice. Le sens de la justice, le sens de la parole donnée, le sens de l'hospitalité. Le sacrifice de cette femme aussi. Le sacrifice, elle s'est sacrifiée pour sa tribu. Jésia s'est sacrifié pour sa tribu, pour sauver sa tribu de la famine. Parce que les Hilaliens ont existé, ils sont toujours allés à la recherche de terres fertiles. Donc, ils arrivent, dans l'épopée, il y a 3 épisodes.
Il y a l'épisode du Nejd, donc de l'Arabie, qui est raconté par un conteur, parce que c'est leur histoire. Hein. Et quand ils sont arrivés en Égypte, il y a toute une partie qui a été racontée vers leur vie en Égypte au Xe siècle. Ils sont arrivés en Égypte au Xe siècle. Et là, en Égypte, c'est surtout Ebou Zid, le grand héros. Ah, si vous allez en Égypte, tout le monde connaît Ebou Zid. Et quand ils sont arrivés en Ifriqiya, donc en Tunisie, envoyés par le calife du Caire pour punir le roi berbère qui a fait allégeance au calife de Bagdad à l'époque. Pour le punir, il a dit aux Hilaliens, je vous donne les terres du printemps. Et les Hilaliens ont déferlé sur le Maghreb, c'est ce qu'on appelle la Taghriba, donc la marche vers l'ouest. Et arrivé au Maghreb, Ebou Zid disparaît. Et c'est Vieb qui devient le héros. Et on a une belle histoire d'amour entre Vieb et Jésia. Et Jésia ne peut pas choisir Vieb parce qu'elle est amoureuse de lui. Elle va soumettre ses prétendants à de multiples épreuves intellectuelles. C'est surtout les épreuves intellectuelles parce qu'elle est très intelligente et elle voudrait qu'il y ait un homme à sa hauteur. Mais elle savait que Vieb était aussi intelligent qu'elle. Donc il a remporté toutes les épreuves et il l'a épousée. Ensuite intervient cette famine et son sacrifice, comment elle se sacrifie, et elle est obligée de quitter Vieb. Hein. Et l'histoire, donc, dans la version que j'ai collectée, elle épouse Sherif ibn Hashim. Mais Sherif ibn Hashim est un roi qui a existé selon Ibn Khaldoun, et il serait mort, tu sais, je n'ai pas la mémoire des dates, en 1000 peut-être 46 ou un truc comme ça, donc dans le Hijaz. Il est mort là-bas. C'est vrai qu'il était difforme, qu'il avait des plaies sur le corps, comme le raconte. Mais comment est-ce possible? Les Hilaliens sont arrivés au XIe siècle au Maghreb, et comment Jésia a-t-elle fait pour épouser Sherif ibn Hashim? C'est un anachronisme, c'est comme ça. Et pourquoi Sherif ibn Hashim, l'histoire nous dit qu'il a des plaies à cause des balles qu'il a reçues, alors que les armes à feu n'existaient pas. Mais tout cela, je l'ai laissé parce que c'est ce qui est raconté. J'ai respecté quand même la narration. Et j'aime bien les anachronismes aussi parce que, je te l'ai dit, ce ne sont pas des faits historiques sans raconter, mais des faits vraisemblables qui transmettent autre chose que l'histoire. Et le conte de style merveilleux, le conte qui est long, qui endort les enfants, il y a tout un rituel. Parce que les enfants se réunissent autour de la conteuse et supplient la conteuse de raconter une histoire. La conteuse commence toujours par dire non, ni par accepter. Elle dit non, mais parce qu'elle veut être certaine, je suppose, ça c'est mon analyse, elle veut être certaine que son auditoire est prêt à l'écouter, parce qu'un conte, ça ne se donne pas à n'importe qui, n'importe comment. Un conte, c'est précieux et il faut l'écouter. Et c'est un seul conte le soir, et elle commence par des devinettes, et quand on est collé à une devinette, les devinettes ne sont pas en prose comme le conte. Les devinettes, elles sont versifiées. Il faut les apprendre par cœur. Et quand on est collé à la devinette, elle ne donne pas la réponse et elle commence le conte. Et la devinette, il faut aller la chercher ailleurs. Il y a des hommes qui ont parcouru à cheval des tribus pour trouver la réponse à une devinette à l'époque. C'est très sérieux. La transmission continue à s'effectuer, mais de moins en moins à cause de l'arrivée de tout ce qui est de ce monde moderne, des nouvelles technologies, et aussi de l'école. Je ne suis pas en train de critiquer l'école, bien évidemment, pas du tout. L'école, maintenant, les enfants vont à l'école, ils n'ont plus le temps le soir. Il y a la télévision, les parents n'ont pas le temps, les grands-mères, on ne les sollicite pas comme avant. Mais il y a encore des porteuses de mémoire et il y a encore des jeunes qui aiment les contes et qui les écoutent et qui les racontent. Qui perpétue ces traditions aujourd'hui? Et aujourd'hui, il y a de nombreux conteurs en France qui se produisent un peu partout, mais ils sont sortis du cercle familial, ils se produisent à l'extérieur. En Algérie, il y a maintenant quelques conteurs qui commencent à présenter leurs contes à l'extérieur. Je pense à mon ami El Mehi, et il va dans des écoles, dans des théâtres,
Et c'est un conteur traditionnel, il gagne sa vie comme ça. Maintenant, il y a aussi dans les familles, le conte continue à se dire. Moi, j'ai vu des grands-mères dire un conte aux enfants, ou alors une anecdote. Le conte se dit la nuit parce que sinon on risque d'être chauve. Je regrette que personne n'ait fait un travail de recherche. Vous savez, dans Scheherazade et les Mille et une nuits, oui. Shahriar, quand il y a Scheherazade qui va dire à son père, je vais épouser Shahriar qui tuait ses femmes après la première nuit de noces. Hein. Et Scheherazade, qui est très cultivée, arrive et elle va lui dire des contes, des mille et une nuits de contes, donc des contes tous les soirs. Et dès que le soleil se lève, elle s'arrête. Mais Shahriar est roi, il est tout puissant. Si cet interdit n'avait pas un caractère sacré, il lui aurait dit « continue ton histoire ». Mais il ne l'a jamais fait. Il a attendu la nuit suivante pour qu'elle continue son histoire. Donc c'est très important cette notion de raconter la nuit. Donc chez nous, en Algérie, les femmes ne racontent pas le jour. Et il faut aller passer la nuit là-bas. Moi, quand je fais mes collectages, je passe la nuit chez les conteuses et je les enregistre. Des hommes ont accepté de me dire les contes le jour parce que ce sont des contes de sagesse et des contes édifiants et des fables. Donc ça, on peut le dire le jour. Il y a des contes qu'on peut dire le jour, comme les contes grivois, on peut les dire pour rigoler le jour. Les contes de sagesse, ça peut se dire le jour. Mais le conte de style merveilleux, il faut le dire quand le soleil est couché et au moment de l'endormissement. Et ainsi, l'imaginaire produit des rêves et des songes. Et le matin, souvent, on a fait un beau rêve et c'est la conteuse qui interprète les rêves. Donc l'interprétation des rêves est très importante et elle est liée à la narration. Et c'est toujours important, hein, l'interprétation des rêves, elle est encore vivace et vivante. شوف خديجة وشوف ناسها وشوف رمان وين